on peut descendre. Alors, après les conférences sur la géologie minière, aujourd'hui nous allons changer de domaine et nous allons parler donc archéologie minière. Je vais essayer de vous raconter l'histoire de l'étain depuis l'origine de son exploitation. Pour commencer, je vous exposerai d'abord les méthodes de recherche que nous avons utilisées. Ensuite, je ferai un panorama européen des mines d'étain anciennes, donc qui commence vers 2300 avant Jésus-Christ. En ce qui concerne la métallurgie de l'étain, donc c'est Guillaume à l'extérieur qui est en train de faire les expérimentations. Donc je ne reviendrai pas sur ce sujet. Surtout si vous avez des questions sur les termes employés, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, les méthodes de recherche se composent de deux grandes étapes. D'abord la préparation documentaire, puis les recherches de terrain. Donc, tout d'abord, notre précieux allié, la géologie. L'étude des cartes du Berghem permet de déterminer des zones de gisement intéressants. Je ne reviendrai pas sur la géologie de l'étain, mais j'ajouterai deux notes importantes. Tout d'abord, ce sont les géologues prospecteurs qui ont souvent repéré les travaux les plus anciens, par exemple en Limousin, Malard et de Cressac. Ensuite, il faut se rendre compte que les besoins pour les périodes anciennes sont beaucoup moins importants qu'à l'heure actuelle. Les indices de gisement représentés par les géologues sont souvent suffisants pour les anciens. Ensuite, la toponymie. La toponymie, donc, c'est l'étude des noms de lieux. Elle apporte des indices intéressants pour les mines anciennes, à partir du cadastre napoléonien, comme présenté ici. Des termes tels que fosse, renardière sont très souvent révélateurs de mines. Par exemple, la Volerie, la fosse profonde, près de la mine moderne, ou ici sur l'écran, vous voyez, c'est un site à Larmont, donc sur la commune de Saint-Sylvestre, dans les monts d'Ambazac, où d'ailleurs, vous voyez la toponymie des fosses, en orange, s'est déplacée finalement, et les fosses sont dans des parcelles assez proches. Enfin, donc des recherches documentaires, donc soit à la DRIR et aussi aux archives départementales. Donc une fois ces zones de recherche définies, la deuxième grande étape est la prospection de terrain. Donc il s'agit de promenades bucoliques dans les bois, ou plutôt de repérage et d'inspection du paysage pour trouver les mines anciennes sous forme de fosses, souvent plus ou moins polluées par des dépotoirs modernes. En Limousin, le couvert boisé est important et les effets de la tempête de 1999 sont toujours visibles. Certaines forêts restent complètement impraticables et les prospections impossibles. Donc les sites découverts sont ensuite inventoriés et à ce niveau de recherche, il n'est pas possible de dater les mines. La découverte d'un objet autour d'un site est rare et ne rend pas forcément compte de la période d'exploitation. Par exemple, un Romain perd une monnaie proche d'une mine plus ancienne. On retrouve la monnaie plusieurs siècles plus tard, par hasard lors de travaux agricoles. Est-ce qu'on peut dire que la mine est romaine? Eh bien non. Il faut fouiller pour déterminer les vraies périodes d'exploitation. Et ces fouilles de mines sont très complexes car les exploitations les plus récentes ont détruit les plus anciennes, d'une part. De plus, d'un point de vue logistique, la fouille des mines demande l'utilisation de pelles mécaniques pour vider les comblements des fosses, ce qui a un coût important. Enfin, ces recherches sont difficiles et peuvent paraître peu enthousiasmantes, car nous ne trouvons pas de jolis objets, mais des traces d'activité artisanale qui révèlent la vie quotidienne des mineurs. Donc ce sont ces recherches qui ont été menées sur la mine du repère à Volerie qui vous seront exposées après par Baptiste et Tristan. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet et remonter dans le temps. Alors, comment l'étain a-t-il été découvert et utilisé? Précisément, nous ne le savons pas. Les hommes de cette époque connaissaient le cuivre et l'or. Deux hypothèses ont donc été formulées. Il existe en Orient et en Europe des gisements mixtes de cuivre et d'étain, comme ici présenté. Les hommes d'alors, en extrayant le cuivre, ont pu tester l'autre minerai disponible, et donc ici c'est la stanite, c'est la cassitérite, et constater ses propriétés, particulièrement le mélangeant au cuivre pour faire l'alliage du bronze. La deuxième hypothèse, c'est que l'or et l'étain se trouvent en gisement secondaire alluvionnaire et ont une forte densité. Donc en ramassant les paillettes d'or, les anciens ont pu donc trouver et tester aussi les petits cailloux noirs, donc la cassitérite. Alors, les premiers textes grecs et latins mentionnent les ressources en étain, décrivent les îles Cassitérides, des îles lointaines, mystérieuses, quelque part dans l'Atlantique. Plus
tard, vers 200 avant Jésus-Christ, les Romains découvrent l'étain de Cornouailles et de la péninsule ibérique qui compte parmi les gisements les plus importants d'Europe. Or, ces zones, en plus de l'Erzgebirge en Allemagne, sont exploitées depuis le Moyen-Âge à partir du XIIe siècle. Les recherches y sont donc difficiles car les traces les plus récentes ont détruit les plus anciennes. En Europe, les premières exploitations, dans l'état actuel des recherches, ça peut changer, elles se situent en Turquie, vers 3000 avant notre ère, où des mines et des ateliers de métallurgie ont été mis au jour. Je n'ai pas de document à vous montrer car la documentation est assez ancienne et non disponible. Sur la péninsule ibérique, il y a des sites de l'âge du bronze qui ont été fouillés, révélant des indices d'ateliers de métallurgie. Pour la période antique, finalement, peu de fouilles ont été faites parce que les anciens, donc les auteurs antiques, l'avaient décrit, cette exploitation. Dans l'Erzgebirge, donc localisé en Bohême et en Saxe, des traces d'habitat de l'âge du bronze ont été découvertes proches des mines médiévales et modernes. Des traces de réduction également sont disponibles en Bohême. Et il n'y a pas de données sur la période antique. Le cas de la Toscane en Italie est assez complexe car les indices sont minces et assez mal datés. Enfin, donc pour les Cornouailles britanniques, le plus grand gisement européen, les traces anciennes sont rares car la zone a été exploitée trop intensivement depuis le XIIe siècle. Donc par exemple, le type de vestige qui nous reste, ici un enclos rituel et une cabane où nous avons découvert donc des scories, ici, et de la cassitérite, qui peuvent révéler donc un foyer de réduction. Donc comme vous pouvez le voir, finalement il y a peu d'indices à l'échelle européenne. Alors, pour la Gaule. Sur les territoires gaulois, le texte de Pline suggère une abondance de métaux. Mais les textes antiques sont rarement plus précis. Mais l'absence de texte ne condamne pas à l'absence de preuves archéologiques. Par exemple, les mines d'or gauloises du Limousin, si connues. De nouvelles recherches en linguistique permettent de désigner l'étain en gaulois par le mot casse. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, il existe des noms de peuples et des noms de lieux en casse. Il se situe le plus généralement proche de la route antique de l'étain, venant d'Angleterre, passant par les voies fluviales, donc Seine, Saône, Rhône jusqu'à Marseille. Une question pourrait se poser. Toujours au regard de cette carte, la Gaule possède plusieurs zones de gisement d'étain, visibles en mauve. Et pourquoi aller chercher de l'étain si loin alors qu'elle est disponible à proximité? L'archéologie pourrait peut-être nous aider à répondre. Donc en Bretagne, il existe quelques traces d'exploitation de l'âge du bronze jusqu'à la période romaine. Dans le Morvan, près d'Autun, des exploitations alluvionnaires ont été découvertes. Quelques sondages archéologiques ont été ouverts, les résultats sont en cours. Enfin, donc en Viadène et dans l'Aveyron, plusieurs districts alluvionnaires avec des datations allant de l'âge du bronze, donc 2300 avant Jésus-Christ, au Moyen-Âge, ont été mis en évidence. Par exemple, ici 2 sites, donc des tertres et une tranchée ravin d'exploitation. Et le Limousin. En Limousin, pas de datation très ancienne pour le moment. Quelques indices de l'âge du bronze et de l'âge du fer sur le site du repère à Volery, mais sans contexte clair. Sinon, le bois de la Tourette, dans la commune de Blon, pourrait être un site daté de la fin de l'Antiquité, car un vicus, un habitat romain, jouxte les exploitations minières. Mais des fouilles sont indispensables pour corroborer les 2 éléments. Donc ici, 2 sites non datés. Donc le premier à Saint-Léger-la-Montagne, c'est le site de Sauvagnac, et l'autre un plan ancien de Montebois, à Soumance, en Creuse. Les recherches de terrain sont en cours et il est difficile encore de pouvoir affirmer que l'étain gaulois a été utilisé dans le monde méditerranéen, mais il est tentant d'envisager que notre métal se soit greffé aux grandes voies du commerce antique. Je vais vous présenter maintenant les principales productions en étain. Donc tout d'abord, la principale utilisation la plus connue est pour l'alliage avec le cuivre pour faire du bronze. Donc ces proportions d'étain sont de 5 à 15%, ce qui est assez minime. Donc des objets tels que de la vaisselle, des armes,
ont été réalisés. Donc ici, vous avez par exemple le célèbre carmix de Tintignac, en Corrèze, découvert il y a quelques années. Mais il existe d'autres utilisations beaucoup moins connues, comme les petits objets en étain. Ce sont des pendeloques ou des fusailloles, comme présenté ici. Il y a également l'étamage, qui consiste à recouvrir d'une fine couche d'étain un objet en cuivre ou en fer. Enfin, voici des objets assez rares, peu présentés, datant de l'âge du bronze et de la transition de l'âge du fer. Ce sont donc des récipients en bois décorés de clous d'étain. Ils sont uniques car le bois est périssable et sont très difficilement sont difficiles à découvrir habituellement. Il faut des conditions particulières. Ensuite, donc, la céramique décorée avec des applications d'étain. Elle est présente dans toute l'Europe, mais en très petite quantité. Et c'est intéressant car elle est présente aussi assez loin des zones de gisement d'étain, finalement. Voilà, pour conclure cet exposé, je tiens à souligner que l'étain reste encore le parent pauvre de la recherche en archéologie minière. Depuis les années 2000, il y a un regain d'intérêt pour ce métal et il est important de constater que ce renouveau apporte des données complètement inédites et qui contredisent souvent les a priori de la recherche. Voilà, une petite note un petit peu rigolote pour montrer un petit peu le travail de l'archéologue minier. Et je tiens à remercier donc les organisateurs de cette manifestation pour leur accueil chaleureux et vous remercie de votre attention. Et passe donc maintenant la parole à mes amis Baptiste et Tristan pour la suite des conférences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur un point particulier. Eh bien, en fait, en cumulant la géologie, en faisant des cartes avec donc les données géologiques plus la toponymie, en fait, on arrive à avoir des petites zones qu'on cartographie. Et après, le but, c'est vraiment de se promener et de regarder le paysage. Et en général, on fait ça entre novembre et décembre, là où il y a le moins de végétation, puisque les fosses soient moins visibles. Et en couvert boisé, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de recul et on ne voit pas bien les dénivelés, en fait. Mais c'est vraiment une question d'observation. C'est à force, on y arrive. Oui. Vous avez parlé des recherches géologiques. Oui. Une époque, le BRDM avait sorti presque tous les départements, même si je crois toujours pas terminé. Et est-ce que dans leur description, ils décrivaient des sites proto-historiques Alors, ça me gêne un peu que vous parliez de sites proto-historiques parce que les datations peuvent vraiment varier. Et en fait, par exemple, la mine du repère, au départ, devait être une mine gauloise. Or, pour l'instant, c'est vrai qu'on a des petits indices, mais rien de très structurant. Donc, du coup, pour rester assez prudent, on préfère, on préfère ne pas vouloir être sûr de ces choses alors qu'on n'a pas, il nous manque la chaîne opératoire. Et tant qu'on n'a pas une chaîne opératoire cohérente chronologiquement, on ne peut pas dire qu'il y a eu une exploitation. Voilà. Je réponds pas à la question. Est-ce que le BRGM décrivait des gîtes qui n'avaient pas été exploités à l'époque industrielle? Alors, le BRGM, non, mais en fait, les ingénieurs des mines, au début du 19e, quand il y a eu le regain d'intérêt pour les métaux et les pénuries qu'on a connues, là, en fait, les prospecteurs, les ingénieurs des mines prospecteurs se sont promenés partout dans les bois, comme finalement on fait maintenant, et souvent, ce sont eux qui nous ont dit, là, il y a des vieux travaux. Alors, ils donnent des datations ou pas, mais voilà, ils l'ont signalé. Et c'est vraiment avec les travaux des ingénieurs des mines qu'on fait des découvertes fabuleuses. C'est une aide vraiment très très importante pour nous. Sur eux qui ont été liés les premiers travaux sur les anciennes mines. Voilà, exactement. D'autres questions?
Bonjour à tous, on n'a pas encore vu. Donc après avoir parlé de l'étain en règle générale en Europe, on va vraiment se concentrer sur le site qu'on a fouillé, sur lequel on peut dire des choses. Le site de Veulery, sur lequel on travaille depuis 2007, à raison de quelques semaines par an avec des étudiants, etc. Sur ce site, on est arrivé sur un site où il y avait une série de 7 fosses anciennes, que Mélanie a trouvé pendant sa thèse, qui est dans les monts. Ouais, donc dans le district des monts de Blon, je ne sais pas lequel c'est exactement. Donc voilà, on est arrivé sur ce site avec une série de 7 fosses alignées, 2 petites fosses, 2 moyennes et des plus grosses au fond. Voilà. Là, on a une des moyennes fosses. Quand on est arrivé, c'est ce que Mélanie vous disait, avec un couvert boisé et une petite dénivellation qui nous permet de les détecter, mais qui ne permet pas d'en dire. Et on voit tout de suite qu'avant d'avoir une vraie minière découverte, il fallait mettre un peu les moyens, notamment en déboisage et ensuite en extraction mécanique des déblais qui avaient rempli ces fosses. Donc voilà comment ça commence en général. Donc ouais, c'est des gros moyens. Parce que en 15 jours, il n'y a pas un grand intérêt non plus à tout faire à la pelle, à la main, à la truelle. C'est vraiment des déblais stériles. Parce qu'en fait, quand on est arrivé sur ce site, il n'y avait pas de cavalier sur les côtés, comme on peut voir sur certaines autres exploitations. Et très peu. Et en fait, les déblais des mines servaient à reboucher l'excavation précédente. De recycler leurs propres déblais, donc ça faisait juste des petits ballons comme ça et pas grand chose d'autre autour. Donc ce qui comblait ces mines, c'est un mélange de terre, de fragments de quartz, de cailloux. Voilà, c'est le stérile minier qui a été utilisé pour combler la fosse. Donc voilà, on avait commencé les 2 fosses qu'on a pu fouiller entièrement, 2 fosses de taille moyenne qui étaient adaptées à notre volonté, à nos moyens, à nos recherches. On a donc vidé les 2 fosses et fouillé un peu les abords, d'avoir l'intégralité de la chaîne opératoire. Alors, on va voir maintenant plus précisément une des fosses, la première qu'on ait vidée. Donc on a réussi à avoir vraiment la roche encaissante. On a pu voir le système d'exploitation du minerai en caisson, donc, en bloc. Donc, tout en suivant, on voit bien que les mineurs à l'époque avaient suivi les filons de quartz. Il y en a un reste qui est là. On voit quelques taches blanches, il est beaucoup plus visible sur le terrain, si vous voulez le voir ou si vous êtes déjà venu le voir. Donc voilà, une extraction en caisson comme ça, on a un peu des restes sur une surface complète. Et sur cette mine-là, nous on a laissé un petit plan incliné de terre pour rentrer et sortir. On s'est rendu compte en la vidant que les mineurs à l'époque avaient peut-être laissé utiliser la fracturation de la roche et laissé un petit escalier d'accès aller et retour hein, qui s'use année après année, mais qui nous a servi à nous aussi au début, qui est assez pratique. Donc on a assez bien le fonctionnement de la mine, le creusement, l'extraction de blocs en suivant les filons de quartz pour repérer la cassitérite, sortie de la mine et travailler dans les abords immédiats. Parce que la cassitérite, donc je reviens à mon histoire de filon de quartz, la cassitérite était localisée le long de ces filons, dans les épaules du filon, dans le grésel. Donc le filon de quartz c'est vraiment un indicateur, on prélève toute la matière autour, on l'extrait et on la travaille ensuite sur le bord. Donc voilà les détails, donc le filon et l'escalier un peu plus en détail. Oui, c'est une bonne échelle, ça marche très bien. Alors, on va passer sur... Alors on va passer sur les abords de la mine. Est-ce que tu peux revenir à 3D? Voilà. Donc là, ce qu'on
entrée, c'était la fosse S3, avec l'escalier de sortie qui est là, les films juste là, et donc après avoir vidé ce gros trou, on s'est attaqué sur la zone plane qui est attenante au final pour savoir un peu sur quoi on allait tomber. Et donc on a découvert plusieurs structures que vous pouvez voir en vert, donc un canal, des trous de poteaux, des fours, on va voir ça dans donc le canal. Voilà. Canal pour concentration du minerai, donc c'est bien documenté. C'est le système de Suisse qui est documenté depuis Nicolas où on convertit le minerai. On le met dans ces systèmes et par gravitation, en fait, le minerai va rester piégé dans le canal avec on met de la brouillette au fond. Et le minerai va se retrouver piégé dans la bruyère, et après on enlève la bruyère, on récupère le minerai, et les saloperies partent beaucoup plus loin. Voilà. Et donc on a réussi à trouver... Donc en fait le canal, eux, ils ont voulu faire ça bien, au lieu de faire une structure ex nihilo, c'est-à-dire prendre un morceau de bois, on les vide et puis on s'en sort du canal. Eux, ils ont trouvé ça plus simple en fait de carrément le faire dans le sol. Donc on se retrouve avec un canal qui est encaissé. Donc il est profond de 30 cm et il suit la rupture de pente. Donc on voit vraiment qu'il partait de l'eau et ça partait vers la fosse F3 en fait. Donc on a déjà ça. À côté, on a trouvé une aire qui ressemble à une aire de concassage de minerai. Donc on a une zone où il y avait beaucoup d'éclats de quartz, du temps à comprendre ce que c'était, mais il y avait une zone vraiment stérile au niveau mobilier, mais beaucoup de quartz. Donc on a essayé de déterminer qu'il y avait une aire de concassage. Donc on a le concassage, à quelques centimètres, il y a le canal, et à quelques centimètres, il y a les fours de réduction. Alors ce que vous voyez là, c'est, on va dire, une première découverte en Europe. On n'a jamais vu ça, c'est des fours, au lieu d'être sur le sol comme vous pouvez le voir dehors, où on fait aussi en ex nihilo, où on construit le sol sur le four sur le sol. Là, ils ont retrouvé rien de mieux que de les faire dans le granit. Donc vous pouvez voir la taille des fours, ils ont une forme de diamant, et ils sont vraiment encaissés dans le sol à chaque fois. Et comme on a fouillé, donc on est arrivé sur des zones, quand on est arrivé ici, c'était entièrement noir. C'était que la cendre, des morceaux de charbon. Et en fouillant petit à petit, on s'est aperçu que les parois étaient rebéfiées par le feu. Et régulièrement, il y avait des litages de grosses pierres de calage pour sûrement mettre les creusets. Donc, voilà. Donc il y en a deux, l'un à côté de l'autre. Vraiment, je ne sais pas si vous voilà. Donc les deux tours, c'est le nouveau point vert. Hein. Donc c'est vraiment l'un à côté de l'autre. C'est quand même pratique et voilà, c'est première. Et ils sont contemporains, ils datent du 7e siècle. Donc on est dans le mérovingien. Voilà, et donc juste à côté, juste là, on peut voir aussi qu'on a découvert deux trous de poteaux. Donc vous voyez les deux autres petits points verts. Et donc on arrive à quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre, parce qu'on n'a pas découvert durant les mêmes années les trous de poteaux. On a deux trous qui sont faits dans le sol, et apparemment ce serait le reste d'une structure. C'est documenté aussi dans Agricola, la plupart du temps, ils mettaient des fours en bordure des habitations. Donc là on n'est pas dans une maison pour vivre, mais vraiment dans une habitation pour le travail. Et donc on suppose, mais bon, vu qu'on est archéologue, on n'a jamais de chance, que les deux autres trous de poteaux sont chez le voisin qui ne veut pas me faire de fouille. Donc voilà, donc nous avons les deux trous de poteaux, on suppose que les deux autres sont par là, et donc on voit le canal ici qui va être dans la cabane, les deux trous de poteaux qui sont en bordure de la maison, et les fours, comme ça. Donc, voilà. Et la mine, la fosse S3 qui est juste là, et la fosse F4 qui est juste là. Donc voilà, donc on a vraiment trouvé toute une infrastructure en bord de fosse, ce qui est quand même inédit. Voilà. Pour les temps. Pour les temps. Voilà.
Et donc, ça faisait quelques années qu'on travaillait sur ces mines, on commençait à comprendre le fonctionnement, l'extraction, le traitement sur place. Et au fur et à mesure, parce que comme vous avez vu sur les premières photos, on était vraiment dans les bois, donc à force de s'étaler, de défricher un peu plus, on s'est rendu compte que du départ du niveau de ces mines partaient plusieurs chemins creux, mais voilà, qui sont vraiment bien marqués, toujours bien marqués dans le paysage, une forme très en U, mais qui peut aussi s'expliquer par des années d'effondrement des côtés, parce que on a deux chemins parallèles, donc qui partent des minières, qui montent vers le milieu de la colline, et ces deux chemins parallèles sont séparés par un gros talus, ce qui fait deux chemins creusés. Ce talus, on voit par endroits, au fur et à mesure des arbres qui tombent, etc., des blocs qui sortent. Donc c'est vraiment un talus qui a été aménagé pour créer deux chemins très marqués dans le paysage. Ces chemins partent de la mine et se dirigent au milieu de colline vers une plateforme. On a une plateforme, une aire d'environ 30 mètres de côté, un carré de 30 mètres de côté avec un reste de mur imposé, on verra après. Et donc on a tout de suite pensé à faire un lien entre l'exploitation et le reste au-dessus grâce à ces chemins. Ces chemins, on en a dégagé, on a nettoyé un peu le sol à plusieurs endroits. On voit qu'ils ont été pavés. Pavés, c'est pas non plus un forum romain, c'est un étalage de petits blocs de pierre d'environ 5 à 10 cm de diamètre sur toute la surface, ce qui rend le chemin facilement praticable pour faire des allers-retours, que ce soit à pied ou éventuellement avec une charrette ou quoi que ce soit, peu importe le temps et la saison. Donc voilà, on a la plateforme, la minière et les chemins creux. Et donc en voyant ces chemins creux, on a commencé à s'intéresser aussi à tout le réseau de chemins qu'il peut y avoir autour de la mine. Et on s'est rendu compte que pour un coin, donc là on a deux cadastres, le cadastre napoléonien et le plan de 1817, qui sont distants, on voit, de quelques années, 1809-1817. On voit déjà que pour un endroit où il y a une ferme, c'est tout, la ferme du repère, il y a un nombre de chemins assez impressionnant. La mine, elle est dans le secteur où tous les chemins se croisent, en gros. Donc on s'est demandé l'intérêt de mettre autant de chemins dans un bois, au final, et aussi pourquoi ces chemins évoluaient autant dans le temps. Pourquoi parce que la mine ne fonctionnait plus à cette époque-là. Voilà, donc il se passe des choses au niveau routier aussi, aux alentours. Voilà. Donc on a suivi ces chemins en les nettoyant, en montant, on a déroulé le fil de l'histoire et on est arrivé à cette plateforme sur laquelle on a décidé d'ouvrir deux petits sondages une année pour vraiment essayer de compléter nos données. On a fait deux fenêtres de fouilles de 10 mètres par 4, chacun un petit secteur, quelques-uns, pour essayer de voir si ça avait été construit et habité, si c'était contemporain de l'utilisation de nos mines, et si c'était vraiment une structure archéologique ou, comme certains nous disaient, un parc à chèvres ou juste des restes de parcellaires. Voilà. C'était des grosses chèvres parce qu'on a dégagé les murs, c'était des chèvres méchantes. Voilà, donc ici là on a le pavage du mur avec des grosses pierres, le pavage du chemin, c'est sûr. Voilà, et là c'est les deux zones de sondage qu'on a ouvertes. Voilà, avec. C'est pas grave. Voilà, les deux zones de sondage. Le mur qui est symbolisé là avec le talus extérieur, des deux côtés en rouge, le fossé. Donc on a l'arrivée des chemins, un fossé, un mur, c'est un petit talus. De deux côtés, les chemins qui se rejoignent juste avant d'arriver sur cette plateforme et qui se reséparent. Un chemin celui-là qui arrive directement dans la plateforme, et l'autre qui la contourne. Là il est arrêté là, mais en fait il l'allonge sur tout le côté ouest et il se perd après dans le bois. Parce qu'on va voir tout de suite derrière. Oui, tout de suite derrière. Donc oui, donc voilà. Donc, moi, je me suis intéressé à la zone ouest où le but du jeu c'était pas vraiment de fouiller dans la plateforme. En fait, on est dans une zone sur la plateforme. La plateforme elle fait 30 mètres par 30 mètres par 30 mètres. Le côté sud est dans le vide, donc en fait c'est délimité par rien, parce que c'est en rupture de pente. Le côté est-ouest.
Le côté nord et le côté sud, c'est là où il y a les deux fossés. Et sur la zone ouest, en fait, il n'y avait ni talus, ni fossé, ni ville. Donc je me suis dit, il y aura sûrement un chemin, et vu qu'on ne voyait plus, on a essayé de le chercher. Et on cherchait aussi une entrée en fait, à la plateforme, parce qu'on ne voyait pas vraiment comment y rentrer. Donc on a fouillé, et on a effectivement retrouvé le chemin pavé. Vous pouvez voir, c'est vraiment un pavage rudimentaire, mais qui est quand même assez conséquent pour un endroit à Paris, surtout que ça part des mines, 100 mètres plus loin, 130 mètres plus loin, donc il faut avoir une sacrée volonté, surtout qu'il y a 2 chemins pavés. Donc voilà, bon, comme d'hab, on n'a pas de chance, on a fait droit, il y a le chemin, il commence là, et il faut en bord de fouille. Et donc là, on est vraiment quand même dans les chemins actuels. On a le pavage, la dernière étape de pavage. Dessous, il y a une couche de terre basique. Et dessous, on a des gros blocs vraiment pour stabiliser. Et on voit qu'il y a eu du réemploi, qu'ils auraient aménagé la route, etc. Et ici, on a des zones d'ornières. Donc on voit vraiment que c'est une vraie zone de passage. Une zone de passage peut-être carrossable, une zone de passage à pied. Et voilà. Et on a trouvé aussi, juste à côté, dans cette zone-là, de la tuile qui est datée de l'époque. Probablement mérovingienne, mais on n'a pas de datation encore. Donc voilà, et au final on a quand même essayé de pousser vers l'intérieur de l'enceinte. Donc les chemins sont en haut de la photo, enfin le chemin pavé est en haut de la photo. On peut voir, vous pouvez imaginer voir au niveau des cordes jaunes, il y a 2 grosses ornières. Et là il y a la rupture de pente qui rentre dans la plateforme. Donc on a cherché de voir s'il y avait quelque chose de construit ou non. En fait, nous, on est peut-être vraiment dans une sorte de pente naturelle ou aménagée qui nous mène dans la plateforme. Donc là, on va essayer de continuer pour voir, parce que là, on est au niveau du sol dans la plateforme. Là, on a fouillé vraiment dans la plateforme et on est déjà 1 mètre plus bas. Et on commence à trouver le vrai sol aménagé avec des pierres de gros calibre qui commencent à former un coin de mur. Donc apparemment, dans la plateforme, il y aurait quand même quelques mètres de terre à enlever avant de trouver le vrai sol. Mais pas partout, parce que Tristan, lui, sur le côté, je vais vous montrer maintenant, lui, il a trouvé des choses plus avantageuses et pas à 3 mètres. Donc déjà, on va revenir sur le mur extérieur. Donc là, on en a un dessin de la partie où je me suis installé pour faire mon sondage. On l'a installé à cet endroit-là parce que c'était l'endroit où le mur était le mieux conservé. Même en arrivant la première fois, on a vu qu'à cet endroit-là, il restait au minimum 3 assises. On a enlevé un peu de mousse, on voyait que les pierres étaient mises, donc on s'est dit, on va partir de là. Là, on sait qu'on a le talus, le fossé, le mur à peu près bien conservé. Et on va s'étaler un peu vers l'intérieur pour voir ce qui se passe dans cet endroit-là. Donc on a le mur qui a été un peu perturbé par des gros arbres qui ont été plantés ensuite dessus. Perturbé, mais en même temps ça a permis de stabiliser le mur. Les racines ont bougé les pierres, mais au final les pierres sont restées là après. Donc il y a un pour et un contre. Donc on a nettoyé le mur. Voilà, ça donne ça. Donc on voit que c'est quand même des pierres de gros calibre. La mire, elle fait 1 mètre en bas. Donc c'est des pierres qui font facilement 80 cm certaines. Voilà. Qui sont comblées, il y a une série de grosses pierres, et ensuite comblées par des moellons plus petits, et un peu de pierres de blocage à l'intérieur. Et voilà, on voit l'ouverture de la fouille derrière. On a retrouvé des pierres de ce genre-là, de ce calibre-là, les grosses comme les plus petites, étalées vers l'intérieur. Et on en a retrouvé, en enlevant la première couche d'humus, on a retrouvé vraiment une certaine quantité de pierres, même en imaginant qu'elles ont été réutilisées. À toute époque, les ruines ont servi de carrière de pierre facile pour les habitations de la région. Mais il en restait quand même encore un petit peu. Donc on imagine facilement, en montant ces pierres éboulées vers l'intérieur, un mur au minimum d'1,50 m, 1,80 m, c'est très facilement envisageable. Plus le fossé de l'autre côté qu'on a vidé, qui fait par endroits un fossé enlevé qui fait jusqu'à quasiment 1 mètre de profondeur. Donc on arrive quand même à accumuler entre le fond du fossé et le haut du mur à quelque chose de l'ordre de 2 mètres, 3 mètres. Donc ça fait quelque chose qui marque vraiment le paysage.
C'est pas défensif, c'est pas un château fort non plus, mais ça fait un vrai marqueur dans le paysage qui permet de signaler à toutes les personnes qui passeraient par là qu'il faut demander l'autorisation avant de rentrer. C'est quelqu'un qui contrôle ce lieu, qui est là vraiment marqué dans le paysage. Oui, très gros chef. Et donc en fouillant à l'intérieur, après avoir retiré ces pierres d'éboulis, d'effondrement du mur, on est arrivé, donc là on a le niveau avec les pierres d'éboulement. En descendant en dessous, assez vite en dessous, on a une couche de terre, voilà. On arrive sur une surface où on retrouve un niveau de petits cailloux qui ressemblent au pavement du chemin. Donc on s'est dit il doit y avoir encore quelque chose de construit dans ce secteur-là. Et donc on a suivi ce niveau de petits cailloux. Là on le perdait, on est descendu plus bas pour comprendre. Et après on le perdait aussi. Mais avant de perdre ce niveau de petits cailloux, juste avant, on est tombé sur un trou de poteau. Un petit trou de poteau qu'on voit là, avec des pierres, des restes de pierres de calage aussi. Donc on s'est vite pris à imaginer, bon c'est pareil, c'est comme pour la cabane en bas, on a ouvert 10 mètres par 4, on a un trou de poteau, il en manque 3 cette fois, mais j'espère pas non plus. Mais voilà, on avait un trou de poteau, on pouvait justifier d'une construction. On avait un trou de poteau, on avait une surface avec des petites pierres pour faire un pavage, un sol. Et donc pour nous c'était la grande nouvelle, la plateforme, il y avait eu des constructions à l'intérieur. Et quand on a commencé un peu à chercher ces histoires de plateforme, on avait des datations médiévales dans la mine, on s'est dit si tout est en lien, on va chercher des exemples au niveau Moyen-Âge, voir comment ça se passe. Et très vite, que ce soit au Moyen-Âge ou même à d'autres périodes, ça s'est trouvé souvent, quand on a un mur d'enceinte et qu'on construit à l'intérieur, on met 2 poteaux, on appuie son poids en pente contre le mur d'enceinte et ça fait un abri tout de suite. Donc on a un poteau, on a le mur d'enceinte juste derrière, on peut assez vite imaginer quelque chose qui fonctionne comme ça. Et on est dans des dimensions 30 mètres par 30 mètres, c'est pas très grand, mais c'est des dimensions qui sont aussi correctes pour un petit avant-poste, un petit habitat au Moyen-Âge, c'est pas choquant comme dimension. Donc on avait à peu près tous les éléments pour pouvoir justifier notre intérêt pour cette plateforme et d'essayer de continuer, ce qu'on va essayer de faire si possible bientôt, d'essayer de continuer à dégager tout cet ensemble pour avoir plus que des débuts de pistes et des morceaux d'hypothèses, essayer de relier tout ça et vraiment comprendre tout ce qui se passe sur ce site, parce qu'on aurait éventuellement l'histoire complète de la mine, du travail du mineur, de la fosse, du minerai, au travail de ce minerai, sa transformation en métal, et éventuellement à l'habitat des mineurs au-dessus, ou à des zones de transformation du métal brut en objet, en produit fini. Donc on aurait toute une histoire. C'est ça qui nous intéresse. Ou une zone de stockage. Voilà, mais on aurait la vie complète du mineur dans son environnement. C'est pour ça qu'on essaie de développer. S'il vous plaît, monsieur, vous avez fouillé à cet endroit parce que vous saviez qu'il y avait une mine, il y avait des écrits, il y avait quelque chose. Alors, Mélanie, quand elle a fait les prospections pour sa thèse, elle a repéré toutes les mines d'étain dans le Limousin, dans Balzac, etc. Et pour finir sa thèse, elle avait besoin d'une fouille pour développer ses données. Et le site du repère, c'est le seul endroit où le propriétaire a été assez aimable pour nous laisser jouer, faire des très gros trous, sans les boucher, parce qu'il est très intéressé par tout ce qu'on fait, donc il essaye avec nous de le mettre en valeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est intéressé sur le site au départ, et c'est tellement un site exceptionnel qu'on persiste et qu'on essaie de le développer encore. Et puis petite découverte. Alors là, on est vraiment dans le flou. L'année dernière, on n'a pas fouillé. On avait 5 années de recherche à compiler. Donc on est quand même venu à Vollery. Et à Vollery, il y a l'église de Vollery, et attenante, il y a le château du comte de Vollery. D'ailleurs, le comte de Vollery, son ancêtre, Philippe Vollery, est connu en 1200 et des poussières, et il aurait donné une partie de ses terres aux Romands-Montins. On s'est demandé à une époque s'il n'aurait pas donné les mines aux Romands-Montins, parce que les mines, on a cherché pendant 1 an, voire plus, à savoir à qui elles appartenaient, on ne sait toujours pas si elles sont au roi d'Angleterre, au Rochefort, à Mortemer, à Lévichet de Limoges, on ne sait rien du tout. Par contre,
dans son château, on a trouvé ce petit linteau. Alors là, on ne sait pas de quelle époque il est, mais on peut voir ici une pointerole, un maillet, des clés papales ou de l'évêché, dans une maison avec un drapeau, plus de colonnes. Donc là, pour le moment, on essaye de savoir de quelle époque ça date, ce que ça veut dire aussi, parce que c'est quand même assez cryptique, et surtout qu'à côté, en plus, on a trouvé des restes de sarcophages mérovingiens. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, on avance petit à petit, et peut-être qu'au final, le site du repère, ce serait peut-être le... Enfin, j'aime bien dire ça, j'aime bien mouiller, j'aime bien dire que c'est le proto-Vollery. C'est que Vollery aurait bougé de 200 mètres environ avec la fossilisation de la ville, c'est-à-dire qu'on a vraiment construit les maisons en pierre, parce qu'avant on les construisait en bois. Et donc peut-être que le repère était le vrai Vollery d'origine. Donc voilà. Donc il y a encore quelques belles années d'études sur les mineurs en Mont-de-Velon et ailleurs aussi, en Creuse, en Tortue. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Oui. Comment vous expliquez les deux chemins parallèles? Alors on se pose beaucoup de questions, on y réfléchit beaucoup. Alors, on a soit un système de montée-descente, parce qu'ils ne sont pas très larges quand même. Donc, si on imagine un passage avec une charrette, ça va vite être compliqué. Voilà, un chemin pour ceux qui montent, un chemin pour ceux qui descendent. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que bon, ça ne se voit pas sur les plans, mais ils ne sont pas au même niveau. Il y a un chemin et un autre chemin. Et au milieu, il y a un talus. Donc, est-ce qu'il y avait un chemin vraiment pour regarder ce qui passait sur l'autre? C'est pas. Un chemin piéton, un chemin carrossable. Voilà. Mais C'était peut-être des chemins à sens unique. peut-être, ça va faire une boucle, on descend. Voilà. Est-ce qu'il y en avait un qui était plus empiré que l'autre? Pour le moment, on ne sait pas. Il faudrait les dégager complètement pour voir. De ce qu'on en a vu, ça. Mais ce site ne se visite pas. Si. Si. Alors, il sera ouvert pour les journées de l'archéologie 20-21 juin. On sera là, on fera visiter. Ce sera la même chose, mais en vrai, avec les vraies structures sous les yeux de dessus. Vous travaillez avec la DRAC? Oui. Disons qu'on leur demande l'autorisation de fouiller et les crédits. Voilà. Avez-vous avancé sur le problème de l'eau, puisqu'on a très bien repéré pour la baie de Minerai, mais C'est la grande énigme. Ouais, ça fait partie des énigmes. Et elle va nous poser le même souci parce que s'il y a une plateforme et s'il y a habitation, qu'il y a habitation, dit puits à proximité. Donc ce ne sont pas bêtes. Donc ouais, c'est la grande énigme, mais on va réussir à s'en sortir. Oui, normalement. Il y a plusieurs sources en fait qui sont en amont de cette colline. Donc après, enfin, voilà, il y a de l'eau sur cette colline. Après, il faut la retrouver. Il faut trouver laquelle a été amenée jusque-là. Et vous faites appel à un sourcier, non? Et bien en fait, on a fait appel effectivement à un sourcier qui nous a dit qu'il y avait de l'eau. Et il a aussi détecté des galeries souterraines. Et pour nous, c'est très intéressant parce que les grosses fosses, on a l'impression qu'il y a peut-être des départs de galeries. Et c'est peut-être les futures recherches qu'on va mener aussi près des mines. On va essayer d'ouvrir les grosses minières. Mais bon, là, il y a un travail de dépollution monstrueux parce qu'elles sont remplies de dépotoirs. Et peut-être dessous, à partir de ces fosses, il y a des entrées de galeries. Et du coup, ça remettrait en cause un petit peu la dimension du site. Parce que là, on a l'impression que c'est un petit site de recherche finalement. La présence de galeries permettrait d'amplifier et de se dire que les quantités extraites étaient beaucoup plus importantes. Après, je reviens rapidement sur les datations. Alors, on a des petites datations de l'âge du bronze, donc très anciennes, quelques datations de l'âge du fer, sans aucune structure attenante. Par contre, tout ce qui est cohérent, on détecte deux périodes d'exploitation. Une première qui irait du 7e, 8e siècle jusqu'au 10e. Après, on a beaucoup moins de datation tout d'un coup. Et après, on a une bonne reprise du 11e au 15e siècle. Et ces datations pourraient correspondre. Il y a une production à ce moment-là donc les ébauches enlevées, l'opus en l'œuvre de Limoges, bien connu. Et en fait, l'étain peut servir d'opacifiant ou de colorant. Du coup, on peut se dire, les périodes
enfin c'est contemporain de cette production. On pourrait presque se dire que l'étain de Vaulry aurait pu participer à la fabrication. Mais pour l'instant, on est très prudent, on ne l'affirme pas, parce qu'on n'a pas de vraies preuves. Voilà. Mais puis, dans les datations, ce que je voulais dire, je me rappelle quelque chose. Quand on est sur cette zone-là, je vais vous parler de cette partie-là, en fait, à l'époque norvégienne, il n'y a rien, ou je ne sais pas trop, c'est très plane, c'est très aridisé, on ne comprend pas trop. Et au-dessus, dans les parties qu'on a fouillées les années d'avant, on avait trouvé des trous de poteaux quadrangulaires, mais ils étaient vraiment ceux-là dans la terre, donc on a dû les faire sauter. Et donc ça prouve aussi qu'il y aurait peut-être eu une structure. Là, on a vu 2 trous de poteaux, encore ce coup-ci, pas bol. Donc il doit y avoir peut-être quelque chose, enfin une habitation aussi, parce que moi je travaille aussi sur le mobilier métallique, et on avait trouvé des restes de pitons, de clous, choses comme ça. Donc quand ils sont revenus à la deuxième phase, ils sont réinstallés à côté de la fosse 4 aussi. Par rapport au tour d'extraction, est-ce que par exemple on peut faire apprécier, on peut dire, le flux de métal récupéré? non. Pour l'instant, déjà, la géologie est un peu complexe. L'étude des scories a permis de déterminer que l'étain a été exploité, c'est sûr, sur le site. Après, on a d'autres types de scories qui sont arséniées, mais j'ai pas eu plus d'informations en fait. Donc il y a peut-être plusieurs minerais qui ont été exploités. Pour l'instant, c'est un petit peu flou. Bon, l'étain, on a toute la chaîne opératoire, donc a priori, ça c'est bon. Peut-être d'autres minerais, mais pour l'instant, en fait, le problème c'est que dans les filons qui nous restent, il n'y a plus rien. Et du coup, on a du mal à déterminer ce qu'ils ont exploité, parce qu'on n'a qu'un négatif. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'à l'époque, ils exploitaient tout au maximum. Et ils partaient quand ils n'avaient plus rien. Et ces petites fosses sont peut-être simplement des fosses de recherche. À côté, on a les grandes fosses, et c'est peut-être à côté, justement, qu'on aura nos résultats précis. Mais on invite tous les géologues à venir sur notre site pour nous expliquer un peu la géologie, parce que c'est vraiment pas notre domaine et c'est très difficile pour nous. Vous parlez de grandes fosses, mais si tu réponds par rapport à... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Alors, en fait, il y a un alignement de 4 fosses, donc 2 petites, 2 moyennes. On a fouillé les 2 moyennes. Et après, il y a les 3 grosses fosses. Mais ces fouilles sont tellement comblées de dépotoirs qu'au départ, ça nous faisait un petit peu peur d'entreprendre ce genre de recherche. Et bon, on préfère... Voilà. Surtout que les 3 fosses, il y a des Massey Ferguson, des télés, des batteries, de la peinture, de la plante. Si quelqu'un est intéressé par de la ferraille d'ailleurs, laissez-nous vos coordonnées à la fin. S'il y a des visites organisées sur le site? Alors quand on vient, on sera là aux journées de l'archéologie le 21 juin, peut-être aux journées du patrimoine en septembre. Si on fouille cet été, on peut éventuellement organiser quelque chose à ce moment-là. Mais le reste du temps, non, c'est on bouche, on bâche, on ferme tout, parce que pour des raisons de sécurité, voilà. Sinon ça s'abîmerait vraiment. C'est pas du tout la région en fait. Voilà, c'est ça, on n'est pas sur le point, on vient à chaque fois. Ça se situe où par rapport aux puits qui sont connus à l'heure actuelle? Alors la mine moderne, qui est 50 mètres, 5 moderne, celle qui a fermé en 1945, elle est à 500 mètres là. Elle est vraiment à côté, pas loin, oui. Vraiment pas loin, dans les bois en dessous. Pour nous, c'est plus simple. L'occasion d'y être mineur en 1944, 43-44. C'était pas tout à fait volontaire, mais j'ai eu la chance d'aller là-bas. De rester. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'était très bien, on y était bien. J'en ai gardé un excellent souvenir. Et nous, on aimerait aussi pouvoir relier tout ça avec la moderne, parce qu'elle est juste à côté. Il faut avoir aussi font petit à petit, qui va un peu mal au cœur quand même. Parce qu'on a un patrimoine minier complètement oublié.
Et il est extraordinaire, c'est une trace d'activité humaine qui est quand même très importante et qui a fait vivre la région et qui est en train de s'oublier. Quand je suis arrivée dans le secteur, en fait, à Bolloré, on me disait oui, la mine d'or. Je leur disais mais non, oui, il y a de l'or qui a été exploité, on est bien d'accord, mais le principal a été l'étain, le tungstène quand même. Il faut un petit peu, et on dirait qu'en 50 ans, la mémoire, c'est complètement dilué, et c'est assez impressionnant en fait. C'est le wolfram qu'on cherchait particulièrement en 1944. Mais on n'en a pas sorti beaucoup. S'il vous plaît, je ne me souviens pas qu'il soit parti en camion. Quand les mineurs en trouvaient un filon, ils mettaient de la terre dedans. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont travaillé justement dans ces mines? Malgré tout, mes collègues de l'époque, il y en a beaucoup qui sont morts. Et puis, je n'en connais pas. J'ai 90 ans, alors à cet âge-là, il y en a beaucoup qui s'en vont malheureusement. Merci d'être ici. Merci d'être ici. Je suis content des choses. C'est sûr. C'était pas prévu d'ailleurs. Quand j'ai entendu parler de la mine exposée sur la mine de Bolloré, ça m'a tout de suite attiré. C'est super. Merci. Finir faire une visite. Oui. Du début de l'ancienne jusqu'à la... J'ai eu l'occasion de donner à M. Husson. En fait, j'étais mineur au début, et puis mon métier c'était dessinateur. Alors un jour, il y a eu besoin d'un aide pour le géomètre. On m'a demandé si je voulais y aller. J'y suis allé. Et après, j'ai fait donc les dessins de la mine, les dessins avec le géomètre des relevés. Et j'en avais conservé un exemplaire que j'ai remis à M. Husson. Et les photos de la mine aussi. Alors j'avais fait des photos. Et ça fait partie de mes bons souvenirs. C'est une question de quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Les outils entre le XIe siècle et le XXe, ils ont de grandes différences. Alors non. Les outils de mineurs? Non. En fait, la révolution dans la mine, c'est l'arrivée de la poudre. D'accord. Voilà, qui permettait d'ouvrir les plus importants des galeries. Avant, il y avait une attaque au feu, mais après, il y a l'utilisation de la poudre. Et finalement, les objets des mineurs n'ont pas beaucoup changé. Après, avec évidemment, d'un point de vue moderne, il y a eu la mécanisation, donc voilà, des objets, des foreuses, des trucs comme ça. Mais sinon, en fait, les outils n'ont pas vraiment évolué depuis les Gaulois, finalement. C'est les Gaulois qui ont commencé à... Voilà. Savoir le propriétaire généreux là, qui vous laisse faire des trous un petit peu partout là. Quand on voit tout ce qui est en rouge, là, les propriétaires de au moins tout ça, lui, c'est-à-dire que vous avez l'espoir de toujours creuser dans les grandes, toute la plateforme. Alors oui. Comme on voit les plans du cadastre là, je vous disais. Oui, où il y a les minières, c'est bon, c'est le même propriétaire. En fait, le problème avec la plateforme, c'est que c'est limitrophe avec un autre propriétaire. Et bien, avec notre propriétaire, ça s'est passé un peu de façon délicate. Et maintenant, on essaye un peu de rattraper le coup. Mais au départ, en fait, le propriétaire m'a dit que c'était tout à lui. Enfin, voilà. Et on a ouvert une tranchée pour faire passer une pelle mécanique. Et en fait, le propriétaire de l'autre parcelle est arrivé et il nous a discuté ce qui était normal. Voilà, c'est complètement normal. Après, on a essayé de se rattraper, de lui expliquer, de s'excuser, de lui dire on remet ce qu'on a. Enfin, voilà. On range votre forêt comme il faut. Et en fait, je lui ai envoyé plusieurs courriers pour essayer de calmer le jeu et ça n'a jamais marché. Donc bon. Mais il nous reste quand même... on a du terrain pour s'amuser. Voilà, ça suffit. Ça nous suffit. Et d'ailleurs, c'est combien de semaines de travail? Parce que vous dites quelques semaines par an. Vous estimez à combien tout ça, de semaines de travail? Ah oui, d'accord. C'est ça. Une dizaine de semaines en tout. 15 semaines en max. 15 semaines de terrain, mais après il y a tout le travail de post-fouille qui compte le triple de temps et le rapport à écrire et toutes ces choses-là. Et puis les semaines de terrain, oui, ça
ça peut faire beaucoup aussi. Le problème, c'est qu'on oscille entre nous trois. Des fois, on est monté à 8 personnes. On a quelques étudiants qui veulent bien venir se défoncer la santé pour 0 €. Mais il y en a souvent qui sont qui ne viennent pas, qui trouvent ça pas cool, qui ne pas fouiller des villas. Voilà. Parce que c'est pas très rigolo, il n'y a quasiment aucun objet archéologique et les jeunes étudiants, pour se faire l'œil, ils en ont besoin aussi et ils ne comprennent pas forcément que l'intérêt d'une mine, c'est surtout d'avoir des structures que les gens, des traces où les gens ont travaillé et pas des objets. Et ça, c'est un petit peu difficile à faire accepter aux jeunes archéologues, aux jeunes étudiants. Du coup, on n'a déjà pas beaucoup de gens qui veulent bien venir, et une fois qu'ils sont là, souvent ils sont un petit peu rebutés parce qu'on fait souvent du pelle-pioche et c'est très dur physiquement, c'est tout. Et en archéologie, on a un petit peu perdu aussi cette habitude de travailler de façon énergique, et c'est un problème. Ça prend du temps. Le hameau qui s'appelle le Repère, là, il y a eu un château à une époque. Oui, une maison forte qui date alors du 12-13e. Mais c'est un toponyme assez récurrent au Limousin, le Repère. Et apparemment, alors ce serait des maisons fortes et qui appartiendraient donc à des familles nobles, mais ce ne seraient pas des aînés des familles, mais plutôt des cadets. Ouais. Il y a eu une scission dans la famille du comte de Vollery. Il y a un des frères qui est parti au Repère et ça a créé deux familles qui ne pouvaient pas se libérer jusqu'à la Révolution. D'ailleurs, on a un texte magnifique qui raconte la Révolution à Vollery. C'est le clerc de l'époque, le curé de l'église, qui a tout écrit. Et donc, entre 1789 et 1793, on a toute l'histoire de Vollery et des deux familles nobles et de tous les gens qui étaient là-bas. Qui ne pouvaient pas se piffer entre le château et le Repère. Et je reviens à Dupin, là. Des pièces de monnaie, est-ce que alors, on peut retrouver éventuellement? Il y avait un endroit où on frappait la monnaie Alors, pas loin, oui, à Blon, apparemment, de l'Atomagus, anciennement. Il y aurait un atelier de frappe de monnaie, mais d'or. Donc ça ne va pas. Et alors, des monnaies en étain, il y en a quelques-unes, ce sont des potins gaulois. Ça date de la période gauloise, donc c'est beaucoup plus ancien. Après, il faut savoir que l'étain, ça ne se conserve pas très bien. Il y a un problème avec la conservation de l'étain. Si le métal est trop pur, à partir de températures assez basses, l'étain va devenir purulent et va se transformer en poudre. Donc tous les objets en étain vont disparaître. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu d'impureté. Et du coup, l'étain n'a jamais été utilisé souvent seul. Enfin, il y a un bel exemple des guerres napoléoniennes où tous les soldats avaient leurs uniformes avec des boutons en étain. Et en fait, ils sont arrivés en Russie, il faisait super froid, et tout leur boutons sautaient. Voilà. Donc l'étain, il ne faut jamais qu'il soit vraiment pur pour l'utiliser. Voilà. Et voilà, c'est un problème, et c'est vrai qu'archéologiquement, on a très très peu d'objets disponibles. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, les objets danois et les céramiques décorées à l'étain, c'est vraiment des choses très très rares. L'étain était vraiment surtout utilisé après pour le bronze et pour l'étamage. C'est vraiment les utilisations les plus importantes. Pour l'étamage, ils étaient avec quel type d'objet? Alors, pendant la période mérovingienne, par exemple, il y a une mode avec des plaques boucles de ceinture. Et en fait, il les décorait bien. Et ensuite, il les passait, donc il les étamait. Et en fait, souvent, on entend dire que pour le Moyen-Âge, l'étain, c'est l'argent du pauvre. Donc en fait, il y a une production qui est très importante à ce moment-là. On peut étamer donc des assiettes, des gobelets, quasiment tout étamé. Et le contact alimentaire est possible en fait avec l'étain, c'est ça son intérêt aussi. Il n'y a pas encore très longtemps, moi j'ai le souvenir de ma grand-mère qui faisait étamer des grosses casseroles de cuivre, des sauteuses, Non, maintenant ça commence à se faire. Je voulais vous demander. Donc l'étain nous amène à une période de la préhistoire, donc c'est vers l'âge du bronze, pour faire le bronze, lié au cuivre. Est-ce que vous avez été attentif à du matériel d'exploitation qui n'est pas métallique, comme des massettes à pierre de Gauloise, mais donc ces fameux maillets en pierre, les harmstones, donc des galets de rivière ou des blocs de roches aménagés qui étaient emmanchés et qui
servait de massette. Est-ce que vous avez regardé des choses? En fait, on a un maillet à rainure et des broyons. Donc, alors, des broyons sont des galets. Alors, si je ne me trompe pas, vous allez il y a une face qui est plane, et en fait, ça servait à broyer le minerai. Sans avoir besoin de minerai, enfin, pour tester le minerai. Et les maillets à rainure, ça servait à exploiter. C'est ça? C'est une massette en fait. Voilà. Et en fait, il faut savoir que sur le site du repère, le granit est très très fracturé. Donc finalement, même avec une petite massette, les blocs de granit s'échappent. Et bon, évidemment, le quartz, c'est toujours très difficile à casser, mais tout le tour était vraiment facilement enlevable. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont exploité, parce que c'était moins difficile finalement que de la roche, du granit dur. Mais après, le problème des maillets à rainure et des broyons, c'est qu'ils ne sont pas très bien, enfin, ils ne sont pas datables. Alors, on suppose que c'est pour des périodes anciennes, forcément, mais on ne sait pas. Et au Moyen-Âge, finalement, ils ont très bien pu utiliser ces techniques aussi, donc c'est un peu perturbant, ces objets. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé des traces de minerais près du canal de lavage? Alors, sur le site, quand on a fouillé, oui, on a eu une couche, on a découvert du minerai d'étain, un petit peu cristallisé, des petits cristaux. On a découvert aussi des déchets de métallurgie, ce qui nous a permis vraiment de comprendre toute la chaîne opératoire et de pouvoir aussi définir qu'il y avait de l'étain qui était exploité sur le site, plus d'autres minerais. Après, sur le site aussi, on a eu des déchets de fer qui correspondent à un atelier de forge, mais un forgeron est indispensable finalement à côté du travail des mineurs parce qu'il permet de réaliser les objets et les outils des mineurs, de les réaliser ou de les refaire au cas où. Et par exemple, comme on a une cabane, eh bien, les clous et tous ces objets-là peuvent être faits justement sur place. Et on constate que sur les mines, en fait, on a souvent la présence d'un forgeron. On voit vraiment qu'il y a de la vie, parce qu'il y a des scories de fer pour la réparation des objets, on trouve des morceaux de céramique, mais vraiment ils apportaient leur peau pour manger sur place. Donc oui, on voit vraiment qu'il y a une zone, c'était vivant, mais pas forcément lié à l'extraction, mais voilà, une zone de repos. Mais après, on a découvert une cinquantaine de morceaux de céramique qui sont grands comme ça sur le site. Donc c'est minuscule, enfin c'est minime comme. Finalement, en fait, ces céramiques ne servent pas à grand chose parce qu'elles sont difficiles à dater, parce qu'avec leur forme et leur couleur et leur pâte, on n'arrive pas à les dater. Il faut utiliser la thermoluminescence pour pouvoir les dater. Il n'y a pas de forme vraiment reconnaissable. Il faut savoir qu'en Limousin aussi, pendant toute la période du Moyen-Âge, l'évolution de la typologie de la céramique n'a pas changé. Finalement, du 11e au 15e, c'est exactement la même céramique. Alors oui, il y a des petites différences régionales, mais là, on est vraiment au fond de la... on est un peu loin de tout quand même. Et en fait, il faut penser que les mineurs au début ne faisaient pas partie de l'élite, hélas. Et que finalement, sur le terrain, ils apportaient leur gamelle du midi, leur tupperware, mais c'était pas un joli pot, c'était un tupperware. Voilà, un faux fonctionnel qu'on pouvait passer au feu. Voilà, c'était ça. Et du coup, le matériel qu'on a, ça s'en ressent complètement. Et c'est intéressant aussi pour ça. Et on n'a pas retrouvé d'outils de mineurs. Mais ça, c'est extrêmement rare. Et c'est un petit peu la quête de tous les archéologues miniers. Trouver le pic et la massette, ce serait le bonheur intégral. Et le mineur qui va avec, mais ça, c'est... Voilà. Comme un endroit. Oui, comme un Ça arrive. Voilà. Donc c'est vraiment du local ici. Et ce qui est intéressant dans cette pierre, c'est la partie noire. Oui, la cassitérite, le minerai d'étain. C'est ça qui nous intéresse. D'accord. Et c'est bloqué dans le quartz. Oh, ok, d'accord. Je vois. Donc c'est ça qu'on garde dans le creuset et pas le voilà. reste. Non, le reste, on s'en fiche. Et là, il n'y a pas beaucoup de... Non, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Le fait de tasser, parce que c'est une terre justement, c'est comme de la masse à damer. Il faut que ce soit un truc
qu'il soit tassé pour qu'elle tienne. Donc une fois qu'elle est bien tassée, après voilà, elle a la forme à peu près, donc là tu peux lui mettre un petit chiffre dessus et voilà, tu as une boule. Ok, d'accord. Bon, elle grelette un peu mais c'est pas grave. Alors le fait qu'il n'y ait pas d'air dedans, ça joue, le fait qu'il y ait de l'air aussi, quoi. Ah bah moins il y a d'air, mieux ça, oui. D'accord. Parce que réduction, c'est pas d'air justement. Voilà. Il y a que l'air qu'il y a autour du truc, donc il faut que ça soit un peu coincé. D'accord. Ça sera pour le goût, hein. Du bois de coco. Du bois de campèche. Hein? Du bois de campèche. Campèche. C'est-à-dire. Ah bah c'est comme coco, hein, c'est une appellation. Hein. Du bois de campèche, non, du bois de campèche. Donc voilà, on ferme le four. Très bien. C'est dans la boîte. Voilà, et maintenant on va lutter la porte hermétiquement. La numéro... Numéro 13. Oh, ça c'est le numéro porte-bonheur. C'était quoi? C'était l'Aveyron, ça, il me semble aussi. C'est chaud. Ils vont me plomber. Non, Philippe, oh là là, pas ton malheureux. Ouah! Et là, de l'étain encore en fusion. De l'étain en fusion, c'est extraordinaire. La coulure, là, ouais. La coulure. Ouais. Qui est déjà là. Ouais.